C'est bon. Can you see my slide? C'est bon. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour à tous nos participants. Nous sommes heureux de vous recevoir aujourd'hui dans ces bienvenue déjà au UBA Business Series. C'est quoi les UBA Business Series? Les UBA Business Series, c'est une série d'entretiens, une série de communication, une série d'échanges avec des experts dans leurs différents domaines qui viennent partager leur expérience dans des domaines spécifiques. Donc aujourd'hui, c'est la première édition au niveau du Gabon, donc c'est la première édition des UBA séries et nous sommes vraiment heureux de pouvoir vous recevoir aujourd'hui. Nous sommes heureux que vous ayez pris le temps de pouvoir participer, de pouvoir échanger pendant ces moments avec nous. Nous vous garantissons que ce sont vraiment des moments riches. Ce seront des moments riches en échange. Donc, nous avons notre invité aujourd'hui et il ne faudra pas hésiter de pouvoir poser des questions. Vous êtes certainement des hommes d'affaires, vous êtes certainement des entrepreneurs et vous avez un certain nombre d'interrogations. C'est une occasion aujourd'hui qui vous est donnée par UBA de pouvoir vous donner beaucoup plus d'astuces, beaucoup plus de choses à faire dans la vie de votre entreprise. Et je crois vraiment que ces échanges vont vous permettre d'avoir une véritable valeur ajoutée et qu'il y aura un avant UBA Series et un après UBA Series. J'en suis convaincu. Donc, bienvenue à tous nos participants. Merci de vous être inscrits et merci d'être présents avec nous à cette première édition des UBA Series. Donc, bienvenue aussi à notre conférencier du jour, qui est le directeur général de la SING, donc la SING qui est la Société d'incubation numérique du Gabon. Bonjour Yannick. Apparemment, on n'entend pas Yannick. D'accord, on aura l'occasion de… Donc, je disais bonjour à tous et merci pour l'invitation. D'accord. Merci Yannick. Merci. C'est nous qui sommes honorés de t'avoir avec nous. Et nous sommes vraiment contents parce que nous savons que, comme je le disais tantôt, il y aura un avant et un après UBA Business Series. Alors, donc, aujourd'hui, le sujet du jour, c'est comment gagner de nouveaux clients dans une économie en mutation. Nous savons qu'en mode normal, généralement, les économies sont déjà en mutation. Mais là, cette fois-ci, nous avons une forme d'accélération, c'est-à-dire une mutation qui se fait de façon accélérée avec malheureusement la pandémie sanitaire, la crise sanitaire que nous connaissons, donc la pandémie du coronavirus, qui aujourd'hui a accéléré les choses de plusieurs manières, partout dans tous les aspects, que ce soit des aspects économiques, que ce soit des aspects sociaux, que ce soit vraiment tous les aspects de la vie aujourd'hui sont véritablement impactés par cette pandémie. Donc, vraiment, ce sujet, c'est vraiment le sujet du moment, c'est vraiment un sujet qui tombe au bon moment pour que les uns et les autres puissent voir quelles sont les stratégies à adapter, les choses à faire pour pouvoir aujourd'hui survivre. Parce que sinon, malheureusement, on risque de finir comme les dinosaures qui n'ont pas su s'adapter à leur nouvel environnement. Donc, vraiment, M. Bibier est aujourd'hui là pour vraiment nous donner les éléments pour pouvoir survivre à cette pandémie qui n'épargne personne. Alors, donc, je vais déjà faire une petite biographie de M. Ebibier, qui est, comme je le disais, pour rappel, qui est le directeur général de la SING. Donc, M. Ebibier a pris la tête de la SING en 2018. Donc, pour rappel, la SING est non seulement un incubateur, mais c'est aussi un accélérateur. Donc, c'est-à-dire qu'ils accompagnent les entreprises, les très petites entreprises, de l'idée à la création de l'entreprise et aussi au financement des entreprises. Et ce qui est assez intéressant pour ce qui concerne la SING, c'est que c'est un incubateur, un accélérateur qui est dédié au numérique, c'est-à-dire qu'il ne se focalise que sur tout ce qui est numérique. Donc, en 2014, vous avez commencé à la SING en 2018, en 2018, et là, en 2014, je crois, vous étiez le directeur de la stratégie de l'Agence nationale de la promotion des investissements, donc tous les Gabonais connaissent, qui est l'ANPI. Et avant de rejoindre l'ANPI, vous aviez lancé le programme Entrepreneurium, qui est un programme qui a incubé un peu plus de 2000 jeunes entrepreneurs africains. Et c'est un programme qui ne s'est pas seulement limité au niveau du Gabon, c'est un programme panafricain. Donc, vous avez les entreprises et accélérer les entreprises au Rwanda, au Gabon, en Côte d'Ivoire, au Sénégal. Donc, c'est vraiment dans une grande partie de l'Afrique francophone.
Donc, vous avez fait vos études en France et aux États-Unis. Vous êtes un expert en génie industriel et services. Vous êtes diplômé de l'École centrale de Paris en 2012 et vous avez aussi un Master 2 en entrepreneuriat et en marketing. Donc de la J. Fox School of Business de Temple University aux États-Unis. Donc, ça s'est présenté un peu comme ça, de façon à ramasser une biographie. Il y a pas mal de choses à dire sur vous. Il y a aussi, vous avez gagné le Grand Prix de l'excellence du président de la République en 2014. Vous aviez été finaliste africain de African Rethink Award en 2015. Vous avez été aussi élu Most Innovative Startup au New York Africa Forum en 2015. Donc, si on commence à... La liste est longue. On préfère s'arrêter là. La liste est très longue, sinon on prendrait toute la journée. Donc, ça veut simplement dire que vous êtes quelqu'un qui a de l'expérience et qui pourra vraiment nous apporter à chacun d'entre nous. Donc, nous allons incessamment vous passer la parole. Le déroulé global pour s'adresser à nos participants. N'hésitez pas de poser vos questions. Vous avez la possibilité de poser vos questions, de les écrire. Vous pouvez les écrire. Et au fur et à mesure que notre conférencier va faire sa présentation, vous pouvez écrire vos questions. Lorsque nous serons à la fin de la présentation, on aura l'opportunité de reprendre vos questions. Vous aurez l'opportunité de pouvoir poser vos questions. Écrivez-les, nous allons les noter et nous allons les reprendre au fur et à mesure, une par une, en fonction, au fil de l'eau. Voilà. Donc, Monsieur Olivier, vous avez la parole. Merci Ulrich. Je vais donc partager avec vous la présentation. Est-ce que tu peux juste me signaler si les téléspectateurs voient bien la présentation? Oui. OK. Donc, je suis très heureux de participer aujourd'hui à cette discussion. Comment gagner des nouveaux clients dans une économie en mutation? Ça fait maintenant 15 ans que je travaille en fait avec les grandes entreprises, les administrations et les startups pour les amener finalement à soit lancer des nouveaux produits et acquérir donc de nouveaux clients, ou alors transformer toute leur stratégie pour pouvoir justement trouver des nouveaux marchés. Depuis maintenant 3 ans, je suis à la tête de la société d'incubation numérique du Gabon et nous avons fait le pari il y a maintenant à peu près, donc on va rentrer dans notre 3e année, de créer un incubateur qui soit 100% dédié au numérique, mais qui ne se limite pas seulement à l'activité d'incubation, puisque nous avons mis en place une stratégie qui visait à développer en fait une ligne de services, de conseils pour les entreprises justement qui veulent pouvoir devenir beaucoup plus compétitives grâce au levier de l'innovation numérique et grâce au levier des nouvelles technologies. C'est cette expérience, à force de cette expérience que je vais partager avec vous aujourd'hui. Qu'est-ce que nous avons fait pour pouvoir doubler notre chiffre d'affaires entre 2019 et 2020, réussir à maintenir la croissance de la société alors qu'on était en pleine crise sanitaire et qu'il y avait des changements importants sur le marché. En somme, aujourd'hui, nous allons pouvoir voir ensemble 5 points importants. Le premier, nous allons comprendre comment on arrive à exécuter une stratégie Océan Bleu, donc comment créer de nouveaux marchés. Nous allons comprendre en fait le danger qu'il y a à réaliser des études de marché ou à faire des benchmarks. C'est vrai que dans les pratiques que nous avons eues ces 30 dernières années, on a toujours eu le réflexe de se dire, en envoyant des questionnaires, en étudiant les comportements de la demande actuelle ou en faisant des benchmarks sur ce qui se fait dans d'autres pays, on pourrait sûrement développer des produits innovants qui nous permettraient de capter de nouveaux clients. Et on verra dans notre présentation que cette pratique-là, aujourd'hui, a des limites importantes compte tenu des mutations que nous vivons. Nous allons également comprendre quels sont les indicateurs importants à suivre, au-delà du chiffre d'affaires, au-delà des indicateurs traditionnels que nous connaissons. Quels sont les indicateurs qui nous permettent de réaliser si nous sommes réellement en train de capter des nouveaux clients et si ces nouveaux clients apportent le degré de croissance qui serait important pour maintenir notre activité. Je terminerai sur les 2 derniers points, c'est-à-dire sur
les étapes à mettre en place dans un plan marketing d'acquisition afin de pouvoir augmenter votre chiffre d'affaires. Et ça va être important pour tous les entrepreneurs et tous les directeurs marketing qui nous suivent. Et on terminera tout au long de la présentation. J'évoquerai les erreurs à ne pas commettre lorsque l'on veut exécuter cette stratégie. Ce que nous allons voir aujourd'hui est un aperçu d'un accompagnement spécifique que nous offrons aux entreprises. Donc, comment mettre en place des stratégies Océan Bleu au sein de vos entreprises, au sein de vos départements, et comment formuler et exécuter une stratégie de marketing d'acquisition nouvelle génération, c'est-à-dire prenant en compte aujourd'hui les nouveaux canaux de distribution qui s'offrent aux entreprises. Pour ceux que cela intéresserait, pour pouvoir avoir plus de détails, vous pourrez bien entendu demander une séance de tech clinique. C'est une séance de 1 à 2 heures qui permet de faire un diagnostic sur votre stratégie d'entreprise et voir comment on peut infuser de la stratégie Océan Bleu pour pouvoir capter des nouveaux clients. Tu le disais tout à l'heure, Joshua, nos économies aujourd'hui sont en mutation. C'est vrai, je peux déjà imaginer certaines personnes qui vont nous dire « mais moi, je suis là au pays, je ne vois rien bouger, c'est toujours les mêmes problèmes ». Et c'est vrai que lorsque vous tapez économie en mutation sur Google, les grandes mutations, vous ne les voyez pas souvent en Afrique. Mais pourtant, dans le quotidien, on peut se rendre compte qu'il y a des mutations qui apparaissent, notamment dans la manière dont nous réalisons les transactions financières. De plus en plus, on parle de mobile money. J'ai vu que UBA, par exemple, développe de plus en plus des solutions automatisées qui permettent justement de faciliter les transactions sur le e-commerce. La manière dont on travaille également commence à muter puisque les interactions professionnelles aujourd'hui avec la crise sanitaire a montré que désormais on peut limiter les contacts physiques mais en même temps augmenter la productivité des personnes travaillant à distance. Les transports, aujourd'hui on voit de plus en plus de nouveaux modes de transport qui se développent. Et même dans notre manière de consommer, on a vu l'apparition des services de livraison. Une étude de la BAD et de la Standard Bank montrait en 2010, nous avons essayé d'actualiser ces chiffres, qu'aujourd'hui, la classe moyenne africaine a augmenté de plus de 40% sur ces 10 dernières années pour se chiffrer à plus de 326 millions de personnes sur le continent. Qu'est-ce que cela veut dire concrètement pour les entrepreneurs que vous êtes? Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'économie est en train de changer, donc vos clients vont changer. Et lorsque vos clients changent, vos modèles économiques vont devenir de plus en plus fragiles et volatiles, puisque les clients vont changer différents modes de consommation, différentes manières de voir les choses. Souvent, lorsqu'on parle de mutation ou de crise, le réflexe naturel pour beaucoup d'entreprises, c'est de donner de la priorité à la fidélisation. C'est-à-dire que si les choses sont en train de changer, de bouger, peut-être il vaut mieux, au lieu de chercher à gagner de nouveaux clients, est-ce que je peux déjà essayer de ne pas en perdre? C'est l'idée de bon sens. Mais on verra dans cette présentation que ce n'est pas nécessairement une idée de bon sens parce que finalement, en marketing, il y a une notion qu'on appelle le taux d'attrition. Okay? The churn rate en anglais. Ça veut dire que naturellement, dans beaucoup de secteurs, dans beaucoup de pays, entre 12 et 20% de vos clients vont arrêter d'utiliser vos services ou vos produits de manière naturelle, de manière mécanique. Vous êtes déjà arrivé de remarquer que vous avez par exemple un salon de coiffure préféré, vous partez pendant des mois et puis pour des raisons que vous n'expliquez pas, vous arrêtez tout simplement de ne plus aller dans ce salon de coiffure. Vous allez dans un autre salon de coiffure. Ou alors, vous avez un restaurant que vous aimez bien, vous allez régulièrement à ce restaurant, et puis au bout d'un temps, vous commencez à ne plus tellement… enfin, vous vous lassez de ce restaurant et vous allez vers un autre, par exemple. Eh bien, c'est la notion d'attrition. C'est-à-dire que quoi que vous puissiez faire, il faut comprendre que vous allez perdre annuellement 20% de votre clientèle. Et si ces 20% de cette clientèle n'est pas remplacée ou n'est pas renouvelée, eh ben, au fil d'un certain temps, vous n'aurez plus assez de ressources pour pouvoir maintenir votre modèle économique. C'est pour ça qu'en période de mutation, il est extrêmement important non seulement de comprendre comment on fidélise la clientèle, mais surtout de comprendre comment on peut utiliser les ressources qui sont à notre disposition pour acquérir de nouveaux clients et développer une nouvelle clientèle.
La stratégie Océan Bleu est une stratégie qui permet de répondre parfaitement à ce défi. Bien entendu, cette stratégie a été brillamment en fait expliquée dans 2 livres aujourd'hui qui ont été rédigés par Monsieur Chan Kim et Madame Renée Mauborge, qui ont réussi à démontrer que depuis des siècles, les entreprises qui s'en sortent dans les périodes de mutation, ce sont celles-là qui vont chercher de la croissance au-delà de la demande d'existence, en se focalisant non pas sur la concurrence, mais plutôt sur le client. Et ça, c'est un shift fondamental dans la manière dont on voit la stratégie, puisque Michael Porter expliquait qu'en réalité, la stratégie, c'est pouvoir gagner des parts de marché et se positionner par rapport à la concurrence. Ici, on a un shift différent. On nous explique en stratégie Océan Bleu que le focus ne doit pas être la concurrence, ne pas regarder ce que fait la concurrence, mais plutôt regarder comment évolue le besoin du client et s'y adapter. Et ensuite, en faisant cela, vous mettez de manière automatique hors jeu la concurrence. Et dans cette stratégie Océan Bleu, on nous explique en fait qu'il existe des marchés que l'on peut considérer comme des océans rouges, et des marchés qu'on peut considérer comme des océans bleus. Qu'est-ce qu'on entend par des marchés océans rouges? Les marchés océans rouges, c'est finalement des marchés où vous allez avoir des entreprises qui vont avoir toute la même stratégie. Okay? Ils vont avoir des produits similaires et ils vont avoir un service client similaire. Et finalement, on va se rendre compte dans ces secteurs-là que les marges vont être de plus en plus basses et la compétition va de plus en plus reposer sur le fait qu'une entreprise ait plus de réseau, ait plus de relations avec les fournisseurs ou les prix les plus bas. Juste pour vous donner une idée concrète de à quoi ressemble un océan rouge, si vous prenez par exemple le secteur des banques, au Gabon, on a un taux de pénétration des banques bancaire d'à peu près 30%, et vous avez à peu près 7 ou 8 acteurs. Et les 3 acteurs majeurs, à eux tout seuls, ont à peu près 40%, 50% du marché. Qu'est-ce qui se passe dans ce type de marché? Eh bien, que vous allez d'une banque à une autre, vous allez quasiment retrouver les mêmes types de services. Et du coup, vous allez vouloir aller vers, en fait, la banque qui vous offre à chaque fois le service le moins cher, lorsque entre elles, parfois, elles ne décident pas d'ailleurs de s'entendre pour maintenir les prix à un certain niveau et le client est obligé de s'aligner. Dans ce type de secteur, la concurrence est féroce. C'est-à-dire que quelles que soient les nouvelles idées que vous allez faire, vous allez voir que les autres peuvent facilement s'aligner. Certains vont même décider, même souvent, de jouer de leurs relations politiques, de leurs relations sociales. Parfois, la corruption, justement, prend la place dans ce type de secteur parce que finalement, les marges de manœuvre sont si faibles que c'est comme des requins qui se battent dans une mer et le sang de cette concurrence transforme ces marchés-là en océan rouge. A contrario, on parle donc d'océan bleu. Les océans bleus, c'est à un moment donné, lorsque vous arrivez à créer un produit, un service tellement unique et répondant à une demande nouvelle que pendant un temps, vous êtes en fait tout seul dans votre marché. Vous êtes en train d'avoir des taux de croissance vraiment intéressants. Souvent, les concurrents ne comprennent pas ce que vous faites et on considère à ce moment que vous êtes dans un océan bleu. Au Gabon, on peut citer quelques exemples de stratégies océan bleu qui ont marqué en fait notre marché ces dernières années. Vous connaissez peut-être le média Gabon Media Time. Pour ceux qui sont pas au Gabon, c'est un journal d'information qui se distribue exclusivement en ligne. Mais ce qui est intéressant avec ce journal, c'est qu'ils arrivent à vous envoyer des informations via WhatsApp, via les réseaux sociaux en instantané. C'est-à-dire que lorsque l'information arrive, pratiquement dans la minute que vous l'avez, c'est distribué via les réseaux sociaux. Et récemment, ils ont sorti un nouvel outil qui s'appelle le Verbatim, qui permet de retenir les grandes idées, par exemple, d'un entretien qui s'est passé. Et là, on voit que Gabon Mediatime, ici, a mis hors jeu la concurrence du journal, on va dire, officiel, qui s'appelle l'Union, où vous pouvez également trouver des interventions, mais cette fois-ci, Fleuve. Le journal, il est payant, alors que Gabon Mediatime, il est gratuit. Gabon Mediatime, finalement, ne s'attaque pas au marché de l'Union, parce que, finalement, ceux qui lisent l'Union est une partie seulement du marché de Gabon Mediatime qui touche un marché encore beaucoup plus large,
qui lui inclut dedans des jeunes, des personnes qui normalement ne lisent pas l'Union ou n'avaient pas les moyens pour payer 400 francs chaque jour pour avoir l'Union. Et Gabon Mediatem arrive à se déployer comme ça en ayant moins de coûts, par exemple au niveau des impressions. Elle est moins limitée par la distribution qui était détenue par un acteur un peu qui avait le monopole sur le territoire. Et donc voici comment Gabon Mediatem a réussi à créer un océan bleu, non pas en se focalisant sur la concurrence, c'est qu'elle n'a pas essayé d'être un union bis, comme les autres journaux ont essayé de le faire plus tard avec les journaux d'opposition, par exemple, mais il a essayé de trouver une nouvelle manière de faire circuler l'information. Alors, concrètement, dans votre cas, comment vous pourriez appliquer cette stratégie Océan Bleu? Comment vous pouvez viser au-delà de la demande existante? La première étape pour vous, c'est d'analyser le marché aujourd'hui et votre offre. Hein, d'avoir une analyse froide pour déterminer est-ce qu'aujourd'hui, je suis dans un océan qui est rouge. Si votre océan est rouge, il va falloir très vite que vous essayez de revoir votre offre et que vous essayez de voir comment vous pouvez positionner une nouvelle offre pour capter ces nouveaux clients. Parce que les clients vont sûrement aller sur les produits habituels que vous avez. Hein, c'est comme vous avez, prenez par exemple le secteur de l'assurance, il y a des produits qui sont obligatoires. Hein. D'ailleurs, c'est une des caractéristiques des océans rouges. Ce sont des secteurs qui sont généralement réglementés par une grande institution panafricaine qui donne des règles de comment se passent les choses. Et donc là, vous avez des produits qui se ressemblent. Si vous voulez réellement vous démarquer de là, il va falloir donc analyser de manière froide votre marché actuel et développer une offre qui répond donc aux besoins de cette nouvelle clientèle que vous voulez cibler. Vous avez à l'écran un outil vraiment intéressant qui s'appelle le canevas stratégique. C'est un peu graphique tout ça, donc je vais essayer de simplifier. Sur le canevas stratégique, en axe, vous allez avoir en fait vos concurrents. Et sur l'axe horizontal, vous allez avoir tous les critères qui permettent à l'un de vos clients d'acheter un produit par rapport au vôtre. Hein, si on prend le cas du journal tout à l'heure, dans l'axe horizontal, on pourrait imaginer que lorsque quelqu'un veut lire une information, il va regarder, il va être sensible au prix, il va être sensible à la crédibilité du journal, il va être sensible au mode de distribution, il va être sensible à la fréquence de parution du journal et puis il va peut-être être sensible au contenu. Dans la stratégie Océan Bleu, il ne s'agit pas ici de regarder qu'est-ce que font les concurrents et vous aligner. Là, ça devient du benchmark. Et ce n'est pas ce dont il s'agit ici. Il ne s'agit pas de se dire, OK, mon concurrent a lancé des cartes bancaires pour les jeunes. Allez, moi aussi, je veux lancer une carte bancaire pour les jeunes, mais qui sera dématérialisée. En faisant ça, en réalité, vous ne faites que renforcer l'océan rouge, même s'il y a quelques nuances dans ce que vous êtes en train de proposer, mais en réalité, vous êtes en train de créer un océan rouge et qu'est-ce qui va se passer? Que ce soit pour vous, que ce soit pour le concurrent, vos marges vont baisser. Il s'agit ici plutôt de pouvoir trouver un critère nouveau qui correspond à une clientèle qui est peut-être mal servie ou mal connu en fait du public. Donc aujourd'hui, lorsque par exemple vous choisissez votre banque en tant qu'entreprise, les critères qui vont vous permettre de choisir une banque pour une grande entreprise ne vont pas être les mêmes pour une petite entreprise. Et les critères pour une entreprise aujourd'hui, avec les moyens de paiement, avec la manière de fonctionner, ne vont pas être les mêmes critères que la petite entreprise d'hier. Donc il est important, là je parle surtout pour les grandes entreprises, de pouvoir réellement regarder les données et de voir est-ce que le profil de l'entreprise que nous avons en tête ou que nous voyons correspond réellement à ce que nous avons sur les données. Hein. Et ça, quand je le dis, je sais que pour beaucoup d'entreprises, on ne revient pas beaucoup sur les données marketing. Hein. Les clients arrivent, s'inscrivent, on a plein de données sur les clients, mais réellement, rien n'est fait pour réellement exploiter ces données. Et ça, c'est vraiment l'occasion de pouvoir le faire. Là, l'erreur à éviter, donc comme je disais tout à l'heure, c'est éviter de faire du benchmarking parce que le benchmarking ne fait que vous aligner sur la concurrence et ne vous fait pas évoluer. D'ailleurs, pour bien comprendre un peu les méfaits d'une telle stratégie, vous allez remarquer que lorsqu'on parle par exemple de stratégie pays, vous avez la Banque mondiale, le FMI va demander par exemple à tous les pays de l'Afrique centrale de faire une stratégie d'émergence.
OK? Donc, si tout le monde veut faire une stratégie émergente, c'est-à-dire diversifier son économie pour s'éloigner de la rente pétrolière, vous voyez que tout le monde fait la même chose et vous allez voir que depuis 10 ou 20 ans, lorsque vous regardez les classements des pays sur leur PIB ou sur leur croissance, on a toujours le même classement. Les premiers seront les premiers et les derniers seront les derniers. Parce que dans un océan, dans un océan rouge, quand tout le monde fait la même chose, eh ben, il n'y a pas beaucoup de changements puisque tout le monde va dans le même mouvement. Ce qui se passe, c'est qu'on a derrière des marges qui sont de moins en moins importantes et on peut le voir, par exemple, dans nos pays. Ce qui va se passer, c'est que malgré tous les efforts, on a l'impression que les questions fondamentales d'emploi, des questions fondamentales de croissance, de diversification ne sont pas réglées. La réalité, c'est de pouvoir regarder ailleurs. Et ça, on a vu, par exemple, ce que les Japonais ont fait dans les années 90, pendant que tout le monde regardait vers l'industrie, ils ont regardé vers l'électronique. Les Chinois, vers la fin des années 2000, alors que tout le monde regardait vers l'augmentation du pouvoir d'achat des travailleurs, ils ont regardé plutôt sur comment faire en sorte que la Chine puisse baisser la pauvreté en offrant une main-d'œuvre la moins chère possible. Donc, lorsqu'on veut réussir une stratégie océan bleu, il faut qu'on comprenne quels sont les critères de choix qui permettent aujourd'hui à la concurrence d'évoluer, comprendre qu'est-ce qu'on peut améliorer, qu'est-ce qu'on peut créer de nouveau et surtout, qu'est-ce qu'on apporte en plus des critères qui sont déjà existants. Dans ces cas-là, il faut également éviter l'étude de marché classique, c'est-à-dire qu'envoyer des formulaires à vos clients et leur demander ce qu'ils aimeraient avoir. Parce que dans ces cas-là, ils ne vont pas vous réfléchir en termes de problèmes, ils vont réfléchir en termes de solutions. Et souvent, les solutions, ils vont vous donner des solutions de ceux qu'ils savent déjà. Hein, c'est Henry Ford qui disait qu'à l'époque, lorsqu'il a créé le moteur, s'il avait demandé à ses futurs clients qu'est-ce qu'il fallait faire pour régler leurs problèmes, il aurait sûrement proposé de mettre sur le marché un cheval qui court beaucoup plus vite que les autres. Il n'aurait absolument pas imaginé un moteur. Donc, dans ces cas-là, la meilleure étude de marché, ce n'est pas de poser des questions à vos clients parce qu'ils vous diront ce que vous avez envie d'entendre. Certains ne vous répondront tout simplement pas. L'idée, c'est à chaque fois de mettre sur le marché des produits tests, des produits pilotes qui permettent de voir comment le client se comporte, ne pas avoir peur de se tromper, mais de pouvoir, au fur et à mesure, apporter un produit concret qui répond aux besoins du client. Je vous ai mis ici 6 pistes qui vous permettent de créer un océan bleu. La première piste, c'est d'apporter des solutions alternatives à des situations qui existent. Là, on l'a vu pendant la période du Covid. Nous, à la SING, par exemple, lorsque le Covid est arrivé, on a eu tous nos start-upers qui ont arrêté de venir aux espaces de coworking. La solution alternative que nous avons mis en place pour pouvoir continuer à faire louer nos espaces, c'est de faire en sorte que ces espaces qui étaient adaptés en fait pour les startups puissent devenir des espaces pour faire des événements hybrides, donc des événements en ligne et avec participation limitée de personnes. Et puisque tous les hôtels autour de nous et toutes les salles de conférence autour de nous étaient fermées, ça nous a permis de doubler notre chiffre d'affaires sur les locations. Voici comment vous pouvez utiliser des solutions alternatives pour pouvoir créer une stratégie océan bleu. La deuxième piste, c'est de regarder les groupes stratégiques du secteur. C'est-à-dire que vous pouvez regarder ce qu'on appelle des groupes stratégiques. C'est comme lorsque vous prenez dans le secteur de la banque, vous avez des banques de commerce, vous avez des banques des investissements, vous avez des banques de microcrédit. Parfois, vous pouvez appartenir à un groupe, c'est-à-dire que vous pouvez être une institution de microcrédit et proposer à vos clients le type de service, le type de produit qu'offrait une grande banque. Si vous regardez un peu Cofina aujourd'hui, lorsqu'elle propose des cartes bancaires, lorsqu'elle propose des applications, ça ressemble vraiment à ce qu'offrait une banque de commerce, mais adaptée justement à des clients de microfinance. La piste 3, c'est d'améliorer le parcours client. On en parle un peu plus loin dans la présentation. La piste 4, c'est d'apporter des produits complémentaires qui permettent de complémenter le service que vous offrez. Et puis, la piste 5, c'est de jouer sur le côté émotionnel du produit pour pouvoir justement trouver des nouveaux clients. Et la 6e, c'est de regarder les grandes tendances, que ce soit dans les tendances sociales ou économiques, et de se projeter là-dedans pour pouvoir capter des nouveaux clients. Alors, à la SING également, entre 2019 et 2020, nous avons pensé à développer justement des applications qui devraient permettre à l'administration justement de pouvoir se former à distance. Et lorsque la crise est arrivée, il se trouvait que la société était prête pour pouvoir justement prendre ce tournant. La deuxième étape pour exécuter correctement la stratégie, c'est identifier les besoins de ces nouveaux clients.
Alors, il faut comprendre qui sont ces nouveaux clients. Et là, typiquement, tous vos directeurs de marketing vont vous dire, allez, on va aller faire une segmentation. La segmentation se fait généralement autour de critères qu'on sait, les habitudes, la psychologie, la démographie, la géographie ou les types d'entreprises. Donc, lorsque vous allez demander à quelqu'un de vous segmenter la clientèle, il va mécaniquement vous dire, oui, nous, on a une politique B2C, B2B, les entreprises et les particuliers, avec des acronymes très savants, CCC+, consommation, tout ça. OK, ça, c'est intéressant. Ce sont en fait, si vous voulez, des théories qu'on nous enseigne justement à l'université pour comprendre le mécanisme de la segmentation. En réalité, lorsqu'on veut réellement avoir des nouveaux clients, il ne faut pas aller chercher la niche de la sous-niche. Hein? C'est-à-dire que, OK, on s'attaque aux jeunes, mais on veut prendre des jeunes qui ont un certain niveau. En faisant ça, vous créez encore un océan rouge. Parce qu'en réalité, vous allez attaquer la demande qui existe déjà. Et cette demande qui existe déjà est de plus en plus concurrentielle puisque vous êtes déjà très nombreux là-dessus. Donc, il faut regarder ce qu'on appelle des non-clients. Qu'est-ce qu'on entend par des non-clients? Alors, le non-client, pour prendre un exemple, disons que c'est quoi le nom client d'un bar, par exemple? Le nom client d'un bar, ce sera quelqu'un qui ne va pas souvent dans les bars. C'est-à-dire qu'il va boire de temps en temps. OK? Donc lui, ça, c'est un nom client marginal. C'est-à-dire qu'il va aller parce qu'il est avec des amis ou parce qu'il y a vraiment des événements spéciaux, mais ça ne lui intéresse pas d'aller dans les bars. Ensuite, vous aurez les non-clients vraiment, ce qu'on appelle les non-clients anti. C'est-à-dire que ceux-là, ce sont les clients qui ne vont pas dans les bars pour des raisons claires. Hein, il est religieux ou il a une maladie qui ne lui permet pas de prendre l'alcool, donc il ne va pas dans ces coins-là. Donc il a des raisons pour lesquelles il n'y va pas. Et puis les troisièmes, c'est ce qu'on appelle les non-clients inconnus, c'est-à-dire que c'est le petit jeune qui n'a jamais été dans un bar, qui ne sait pas encore ce que c'est que le concept d'un bar, mais que si on l'introduit à ce concept, pourrait être intéressé. Okay. Je prends l'exemple des bars parce qu'en ce moment on est en confinement, donc je comprends que peut-être que ça va rappeler des souvenirs pour certains. OK? Et donc, dans ces cas-là, au lieu de s'attaquer à ceux qui vont déjà régulièrement dans les bars, ceux qui ont constitué en fait des clients habituels, il faut aller chercher ces non-clients, se demander quel produit on peut faire pour quelqu'un qui boit de temps en temps. Ou comment je peux distribuer, comment je peux atteindre cette nouvelle clientèle. Comment je peux également apporter un nouveau produit pour ceux qui ont des raisons claires de ne pas boire des alcools. Hein. Là, on pourrait penser une bière peut-être non alcoolisée ou amener des boissons à la maison. Et aussi comment pouvoir toucher une nouvelle clientèle. Lorsque vous allez faire cette segmentation, c'est très important de comprendre la psychologie justement de cette nouvelle clientèle pour s'assurer que vous comprenez réellement qu'est-ce qui va créer de la valeur pour ces clients-là. Une fois que vous avez fait ce profil, une fois que vous avez étudié justement la psychologie de leur clientèle, vous devez pouvoir définir un profil type et à ce profil type, vous allez devoir aller proposer des produits pilotes. Le troisième et avant-dernier point que nous allons aborder lorsqu'il s'agit d'introduire votre stratégie Océan Bleu, c'est de comprendre et optimiser le parcours du client. C'est-à-dire que le client, à partir de son besoin, il va commencer à rechercher une solution. Okay? Et il faut voir il faudrait que vous essayiez de comprendre comment, en général, les clients viennent vers vous pour rechercher cette solution. Ensuite, comment ils sélectionnent vos solutions parmi d'autres produits. Par quels moyens il utilise, qu'est-ce qu'il va faire, quels sont les endroits qu'il va aller visiter, et puis comment il achète. Généralement, dans le marketing traditionnel, aujourd'hui, on s'arrête à cette étape. Lorsque le client a acheté, on se dit que c'est bon, on attend qu'il revienne la prochaine fois pour faire notre achat. Donc, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est la stratégie d'acquisition, c'est-à-dire que le parcours client ne s'arrête pas au moment où il achète. Une fois qu'il achète, il faut aussi qu'on arrive à comprendre, au fait, comment il va découvrir le produit. Lorsqu'on a offert une nouvelle carte bancaire, quels vont être les premiers pas? La première fois qu'il va aller faire son retrait, la première fois qu'il va se connecter sur son compte en ligne, comment ça va se passer? Quelles sont les difficultés qu'il peut avoir? Comment il peut être accompagné? Au moment d'utilisation, comment il utilise? Où il utilise pour améliorer ce service? S'il y a un problème avec la carte, quel est le service client qu'on peut l'apporter? Et surtout, s'il a envie de recommander quelqu'un ou alors s'il a envie de se débarrasser de ses cartes, de charger ses cartes, qu'est-ce qui se passe? Okay? Aujourd'hui, la plupart des entreprises s'intéressent particulièrement aux clients
au moment où il vient sélectionner ou au moment où il vient acheter. Et il est important aujourd'hui pour tous les directeurs marketing de se demander réellement quel est le parcours aujourd'hui de mon client au-delà de l'achat. Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer justement cette expérience et gagner de nouveaux clients justement par cette optimisation du parcours client. Lorsque vous allez faire ce parcours client, vous allez voir qu'à chaque étape du parcours client, le client aura soit des difficultés, soit des besoins qui ne seront pas correctement couverts. Et ce sera à vous de prioriser sur le parcours client à quel problème ou à quel besoin vous voulez répondre. Tout cela, bien entendu, doit être accompagné d'objectifs et d'indicateurs bien spécifiques. Okay, lorsque vous faites de la publicité, lorsque vous faites du marketing, vous devez pouvoir mesurer l'impact. Okay, moi, en accompagnant des startups, j'ai vu souvent des startups qui vont dépenser énormément d'argent dans de la communication, dans du marketing, sans réellement savoir quelle est la valeur du cycle de vie de leurs clients. Ce qui fait que souvent, ils vont dépenser plus d'argent qu'il ne faut, ou en tout cas moins d'argent qu'il ne faut. Hein. Par expérience, j'ai vu que souvent, lorsqu'on fait des arbitrages budgétaires, lorsqu'on demandait au marketing, OK, quel est le budget que l'on faut pour faire du marketing, souvent, ils vont s'aligner uniquement sur des actions à mener qu'ils vont chiffrer, plutôt que de prendre également en compte quelle est la valeur réelle du client. Je vais terminer en vous laissant avec 3 exemples concrets d'entreprises, de startups qui ont réussi des stratégies Océan Bleu. Il y a une société qui s'appelle Transmed au Gabon qui permet en fait par un coup de fil de pouvoir réaliser des consultations à domicile. Pendant la période de Covid, c'était extrêmement utile parce que là, il s'agissait plutôt que vous alliez à l'hôpital, c'est l'hôpital qui venait vers vous. Ça vous permet ici d'être toujours pris en charge assez rapidement. Ça vous permet d'éviter les files d'attente. C'est une stratégie Océan Bleu. Pourquoi? Parce qu'en réalité, là, il n'est pas allé s'attaquer, on va dire, aux usagers des hôpitaux, normal, mais il est parti s'attaquer à ceux-là qui a une nouvelle gamme de clients qui aimeraient pouvoir recevoir le médecin directement à la maison. Pour tous ceux qui vivent au Gabon, vous connaissez le fameux Sauce Tartare. Sauce Tartare également, c'est un très bel exemple de stratégie Océan Bleu parce que en réalité, quand Sauce Tartare a commencé à s'installer, les gens qui n'osaient pas aller chez Maman Gâteau, aller prendre les beignets à 25 francs, pouvaient aller à cet endroit parce que le service avait été rapide, l'organisation était bien structurée pour permettre justement à cette société de pouvoir évoluer. Plus de 25 ans plus tard, c'est toujours une icône de Libreville. Et si un jour vous faites un tour à Libreville, n'hésitez pas à aller goûter cette sauce tartare, plus tartare que tartare. Et enfin, à la SING, la stratégie Océan Bleu est ancrée dans nos pratiques. C'est pour ça que nous avons pu développer à la fois des produits pour une demande existante, c'est-à-dire les startups pour lesquels nous avons été créés. Mais nous avons également créé une gamme de produits pour des nouveaux clients qui sont effectivement les entreprises où nous leur proposons d'organiser pour eux des événements tech, des événements hybrides online et offline. Et puis également, nous avons également des produits pour les comités de direction pour pouvoir définir avec elles quelle pourrait être une stratégie Océan Bleu pour leur entreprise. Voilà donc en résumé les 5 étapes qu'il faudra retenir si vous voulez capter de nouveaux clients. Il faudra viser au-delà de la demande existante, éviter les benchmarks et les études de marché pour aller attaquer les parts de marché de vos concurrents, mais plutôt aller chercher des nouveaux clients. Ces nouveaux clients, une fois que vous les avez identifiés, bien prioriser les besoins sur lesquels vous allez vous focaliser. Définir un parcours client optimal sur lequel le client va pouvoir venir à vous. Vous fixez des objectifs et des indicateurs pertinents et impliquer bien entendu toutes vos équipes depuis la conception de la stratégie jusqu'à son exécution parce que si les équipes ne sont pas impliquées, eh bien, votre stratégie risque de ne pas pouvoir bien fonctionner. Voilà un peu en quelques minutes ce que l'on peut retenir de la stratégie Océan Bleu sur la façon qu'il faut procéder concrètement pour pouvoir gagner des clients lorsqu'on est dans une économie en mutation. Et j'espère que pour ceux qui voudront continuer cette discussion, vous pourrez nous suivre sur nos réseaux sociaux ou faire un tour à la SING où nous serons heureux de discuter de vos projets spécifiques. À toi, Ulrich. Merci.
Merci Yannick, merci. Vraiment, c'est très, très enrichissant. Il y a beaucoup à apprendre, mais malheureusement, nous n'avons pas beaucoup de temps. Mais je crois que les grandes bases sont posées, les grandes lignes sont posées. Et depuis que personnellement j'ai découvert la stratégie Océan Bleu, je me pose toujours la question de savoir pourquoi aujourd'hui dans les écoles de commerce, on continue à se focaliser sur la stratégie Océan Rouge de Michael Porter, alors que Océan Bleu est vraiment c'est une stratégie novatrice et très intéressante. Mais malheureusement, dans nos écoles, on continue à nous parler de la stratégie Océan Rouge. Alors, juste une petite question déjà avant de commencer. Doit-on comprendre que la stratégie Océan Rouge n'est plus d'actualité? La stratégie Océan Rouge, on va dire qu'elle n'est plus d'actualité. Hein. La stratégie telle qu'on a connue n'est plus d'actualité parce que dans la stratégie telle qu'on a connue traditionnellement, les entreprises devaient faire un choix, soit entre faire une stratégie de différenciation ou faire une stratégie de réduction des coûts. Hein. Donc, vous allez voir les grands chefs, à crise, il faut baisser les coûts, il faut baisser les coûts. Okay, lorsque ça va un peu mieux, il faut lancer de nouveaux projets, il faut lancer le projet. Avec la stratégie Océan Bleu, il s'agit de faire les deux en même temps. C'est comment innover au meilleur coût. Et ça de manière constante. Okay, maintenant, les grands principes hein, de Michael Porter sur la concurrence sont toujours vrais, notamment lorsqu'il faudra définir la stratégie d'entreprise. Il faudrait que votre stratégie d'entreprise comprenne quand même ce qui se passe autour de la concurrence, parce que si vous avez des concurrents quand même qui sont disruptifs, et comme vous le voyez, surtout pour les grandes entreprises, vous avez les banques aujourd'hui, vous avez des startups qui essaient de développer des nouveaux moyens de paiement, etc. Vous avez la télécommunication qui essaie de rentrer dans ce secteur-là. Si vous ne suivez pas ce qui se passe dans la concurrence, vous risquerez quand même d'être hors jeu. Mais l'idée ici, c'est que ça ne doit pas être le focus de votre stratégie. Okay, vous ne devez pas commencer votre stratégie en vous disant qu'est-ce que font les autres. Vous devez commencer votre stratégie en vous disant est-ce que nos clients, on les comprend bien? Quels sont les non-clients sur lesquels nous devrons nous lancer aujourd'hui? Merci Yannick. En conclusion, est-ce que l'idéal ne serait peut-être pas pour une entreprise de pouvoir allier les deux stratégies? Tout à fait. C'est ce sur quoi il faudra se lancer. L'idée, c'est que pour beaucoup d'entreprises, surtout pour les grandes entreprises, ils vont avoir plusieurs segments. Et sur certains segments, il n'y aura pas la même maturité de business. Okay, donc, lorsque vous êtes dans une industrie, dans un secteur où la maturité est forte, donc où tous les produits vraiment on commence à voir que chaque année, le secteur recule. Hein. Vous avez vu les assurances, par exemple, sur les 5 dernières années, vous avez le chiffre d'affaires global hein, du secteur qui recule. C'est à ce moment qu'il faudrait implémenter une stratégie Océan Bleu pour justement aller trouver des nouveaux marchés. Okay, donc, l'idée, c'est de faire les deux en fonction de la réalité de votre marché. Et ça, le secret, et encore, on le néglige encore beaucoup, le secret se trouve dans les données. Toutes les informations que vous avez sur les clients, prenons le temps de les mettre dans des machines, de les analyser et de voir ce qu'elles nous disent. Aujourd'hui, on a encore trop peu d'informations sur le consommateur gabotin, alors qu'il fréquente nos entreprises depuis très longtemps. Alors, donc, peut-on dire que pour rester compétitif sur le marché, il faut appliquer la stratégie Océan Bleu? Ça va vous donner les meilleures chances, surtout dans un monde qui est en mutation avec les nouvelles technologies qui se mettent en place. Sur le continent africain, on est un continent extrêmement jeune. Donc, ça veut dire que les nouveaux clients avec les nouvelles habitudes rentrent de plus en plus. On ne pourra plus faire la banque comme avant, on ne pourra plus faire de l'assurance comme avant. D'ailleurs, pour rigoler, je dis souvent que, par exemple, l'Afrique est l'un des continents où il y a le taux d'assurance le moins élevé, 1 à 2% à peu près au Gabon. Mais pourtant, c'est l'endroit où les gens vont faire les protections de fétiche, quoi. Mais protections de fétiche, c'est de l'assurance. Donc, tant que les produits seront en fait développés, conçus hors de nos marchés sans réellement prendre en compte la réalité du marché, on aura du mal à s'en sortir. Et si on veut vraiment se différencier, la stratégie vraiment Océan Bleu est quelque chose que je préconise. D'accord. Alors, il y a un principe marketing qui dit qu'il est parfois il coûte moins cher à une entreprise de fidéliser la clientèle. Donc, il est plus cher à une entreprise d'acquérir de nouveaux clients que de fidéliser la clientèle qu'elle a déjà. Qu'est-ce que tu peux dire dessus? D'ailleurs, c'est
C'est cette réalité-là qui fait que beaucoup d'entreprises hésitent lorsqu'il y a une crise. Ils se disent, voilà, on va essayer de fidéliser la clientèle pour que cette clientèle puisse nous recommander, des clients. Et de cette manière, on est tranquille. Mais comme je disais tout à l'heure, il y a aussi le principe du taux d'attrition. Quoi que vous fassiez, quoi que vous allez faire, vous allez toujours perdre au moins 20 ou 30% de vos clients à la fin de l'année. Donc, l'idée, c'est de pouvoir trouver de nouveaux clients, pouvoir les fidéliser, comprendre réellement quelle est la durée de vie de votre client, quelle est la valeur de ces clients. Beaucoup ne font pas ce calcul. C'est qu'en fait, un client, il va nous rapporter combien sur la durée sur les 1 an, 2 ans qu'il va travailler avec nous, à quel moment on doit renouveler notre gamme de produits, à quel moment on doit relancer ces nouveaux clients. C'est ça qui va être la clé. Okay? Donc, en période de crise, en période de crise, on peut penser que fidéliser, c'est une bonne chose, mais la stratégie, c'est planifier l'avenir. Donc, si vous ratez votre planification, vous préparez l'échec. Donc, ce que je dirais, c'est que fidéliser, c'est une bonne chose, mais il faut le faire aussi en pensant à la nouvelle clientèle. Donc, on ne doit pas faire de focus sur la fidélisation. Non, voilà, il faut être équilibré sur la fidélisation. L'idée, moi, à la place de fidélisation, je parle de satisfaction. C'est qu'il faudrait que les clients actuels que nous aurions soient satisfaits. OK? Mais notre obsession sera à chaque fois de trouver des nouveaux clients. D'accord. Mais pourquoi tu as tenu à, lorsque tu as présenté quelques exemples de la stratégie Océan Bleu, je constate que tu as tenu à faire un focus sur, sur le contexte gabonais. Parce que, voilà, parce qu'en général, j'ai un exemple, moi, à l'esprit, c'est l'exemple de Nintendo. Lorsque nous étions tous petits, on avait les petites Nintendo là qu'on utilisait. Et puis, à une période donnée, Nintendo avait complètement disparu. Et après, dans les années 2015, je crois, par là, Nintendo a été ressuscité grâce à la stratégie Océan Bleu, justement. Dans ce marché, on se focalisait généralement sur disons, un peu les 0-35 ans, donc le marché du jeu vidéo. Et puis après, je crois qu'en appliquant la stratégie Océan Bleu, Nintendo allait au-delà des 0-35 ans. C'est dit, mais les jeux vidéo ne peuvent pas être seulement pour les jeunes, mais les jeux vidéo peuvent être pour tout le monde. Et ils ont mis en place un produit qui s'appelle Wii. Et Wii donne l'opportunité à toute la famille, du grand-père au père, à la mère, à tous les enfants de pouvoir partager des moments de qualité en famille, ensemble. Alors, pourquoi tu as tenu à ressortir des exemples locaux? Alors, c'est ta dernière question pour moi, mais j'ai voulu sortir. L'exemple que tu as donné, c'est un exemple parfait d'école qui vraiment permet de comprendre en quoi consiste la stratégie Océan Bleu. Bon, j'ai fait le choix de présenter en fait les exemples locaux parce que peut-être que tout le monde n'avait pas de Nintendo et de Wii pour comprendre ce que c'est. Et c'est aussi important de montrer en fait parce que tu sais, beaucoup de gens, lorsqu'il y a des notions comme ça, ils pensent que c'est théorique, que ça ne s'applique pas vraiment à l'Afrique, que ça concerne les pays développés. Mais c'est de montrer en fait qu'en réalité, on a des très belles théories stratégiques qui sont élaborées par des très grands chercheurs qui peuvent s'appliquer en fait à nos territoires tant qu'on les comprend bien et qu'on les adapte en fait à notre contexte. D'accord, merci Yannick. On va passer à quelques questions du public. On pourra aussi revenir sur les autres, mais quelques questions. Ce sera ma dernière. Hein. Alors, donc, il y a quelqu'un qui nous pose cette question, c'est Emmanuel Taïdjaré, qui nous dit « J'ai vraiment besoin de produits et services complémentaires selon le constat du besoin sur le marché. La demande est de plus en plus forte. » Bon, je crois que c'est une affirmation, mais peut-être derrière qui peut cacher un besoin. Peut-être en tant qu'entrepreneur. Alors, je vais reprendre la question. Oui. J'ai vraiment besoin de produits et services complémentaires selon le constat du besoin sur le marché. Donc, je crois que là, l'approche qu'il adopte est beaucoup plus une approche Océan Rouge, donc où on parle sur vraiment l'analyse du marché. Qu'est-ce que tu pourrais lui donner comme conseil à Emmanuel? Le produit complémentaire permet de créer souvent des nouveaux marchés. Donc, il faudra en fait qu'avec son équipe, il voit en fait comment complémenter en fait les produits actuels. Hein. Si c'est possible, peut-être que tu pourras partager mon contact. J'aimerais bien pouvoir discuter avec Emmanuel et comprendre exactement de quel produit il parle et comment, dans des séances d'idéation et de brainstorming, il peut justement développer des produits complémentaires. Ok, bon, Yannick, permets-nous juste une dernière question, s'il te plaît, une toute dernière. Nous allons
voir, je crois qu'il y a une question, une dernière question du public. La régie, si… Juste une toute dernière question que nous avons publiée rapidement. Voilà. C'est bon, la Quels dernière. sont les prérequis à disposer? Voilà. Quels sont les prérequis à disposer avant de se lancer sur la stratégie Océan Bleu? Alors, il faut avoir un bon CRM, c'est-à-dire qu'il faut déjà qu'au sein de votre entreprise, vous ayez déjà mis en place tous les processus qui vous permettent de collecter les informations sur votre marché. Okay? Si ces éléments-là sont mis en place, le travail est beaucoup plus facile à réaliser. Un mot de fin, Yannick? Le mot de fin, c'est merci UBA pour m'avoir donné cette opportunité de partager justement cette expérience. J'espère vraiment que beaucoup d'entreprises justement viendront vers vous, surtout banquiers, parce que vous travaillez avec eux et vous voyez au quotidien quels sont leurs besoins. Il faut comprendre que votre premier financier, c'est votre client. Et si vous arrivez à trouver de nouveaux clients, eh bien, ça vous apportera encore plus d'opportunités pour avoir des prêts bancaires, etc. Voilà. Donc, merci UBA, merci pour ce que vous faites pour votre clientèle et merci pour l'exposition que vous avez donnée à la SING. Et j'espère vraiment que cette première série aurait été à la hauteur de vos attentes et que ça va lancer une longue série de plusieurs rencontres intéressantes. Cette série est très intéressante et je crois qu'elle est très enrichissante. Merci à tous les participants, merci à notre public, merci Yannick pour ta disponibilité. Nous savons que tu as un programme très chargé. Désolé encore de t'avoir. Merci de nous avoir accordé de ton temps. Merci à tous les participants. Merci infiniment. Nous restons disponibles pour fournir plus d'informations et la SING aussi est là pour pouvoir vous accompagner si vous avez besoin d'avoir plus d'informations sur la stratégie Océan Bleu. Bonne journée à tous. Et merci infiniment pour la confiance faite à UBA. Merci. Merci.